Bienvenue à cet enregistrement pour LinkedIn Learning. Avant que je commence cette session, cette démonstration, je voudrais te dire quelques mots. Donc j'ai réutilisé pour bâtir cette vidéo des slides de sessions que j'ai déjà données dans le passé. Les slides sont en anglais, c'est pour économiser de l'effort, j'ai pas pris le temps de traduire ces slides. Et je vais parler de Azure DevOps et notamment dans l'aspect Continuous Integration avec le Build System. Et la vidéo commence maintenant. Bienvenue à ce cours d'introduction à Azure DevOps et au cycle DevOps. On va spécialement avoir un focus aujourd'hui sur l'intégration continue et le système de build continu qui sont présents dans Azure DevOps. Avant tout, je vais me présenter. Je suis Vincent Biret, je suis MVP Office Dev et je travaille chez TutoLead en tant que développeur Azure et Office 365. Si vous voulez me rejoindre, vous pouvez le faire via l'intermédiaire de LinkedIn, aller voir mon blog ou bien vous connecter avec moi sur Twitter. Donc aujourd'hui, on va parler de DevOps et d'intégration continue. À qui s'adresse cette vidéo, cette capsule? Elle s'adresse principalement aux développeurs qui vont vouloir gagner en efficacité, qui vont vouloir économiser du temps, qui vont vouloir gagner en consistance et en qualité de code produit, de solutions produits. Ça va aussi intéresser les product owners, les décideurs, les personnes d'assurance qualité, les gestionnaires de projets qui vont pouvoir comprendre comment on arrive de manière industrielle et avec une haute qualité à produire du logiciel et à produire des solutions et comment ces méthodologies vont impacter leur quotidien et la manière de livrer. À l'agenda aujourd'hui, on a une introduction de très haut niveau à la gestion du cycle de vie applicatif et au processus et à la mentalité DevOps. On va parler très rapidement de Azure DevOps et du service qui est offert par Microsoft. On va parler du système de build et d'intégration continue qui est livré avec la solution. Et ça sera tout pour aujourd'hui. Donc si on parle de cycle de vie applicatif, généralement quand un développeur ou une développeuse commence à développer, ça ne sort pas de son chapeau, enfin en tout cas dans un contexte professionnel. Il va y avoir, dépendamment de si vous travaillez pour un éditeur logiciel ou dépendamment de si vous travaillez pour une compagnie de consultation ou un client final, soit d'un côté une idée avec un plan de mise en marché, etc. Soit de l'autre côté un besoin interne chez un client ou directement dans votre compagnie. Généralement, on va demander à des gens de maturer ce besoin ou cette idée à travers de mise en place de méthodologies agiles, au travers de mise en place de soit spécifications si vous êtes en cycle en V, soit au travers du fait de bâtir un backlog, de bâtir des wireframes, etc., etc. Et on va penser un peu à l'architecture. Une fois qu'on a cette maturité et qu'on a une valeur qu'on veut livrer, parce que c'est ça un des cœurs de la méthodologie DevOps, c'est-à-dire qu'on va se concentrer sur la valeur qu'on veut livrer au client final et on va tout faire pour livrer le plus de valeur possible en le moins de temps possible et d'efforts possible. C'est un peu une règle des 80-20 en termes de philosophie. On va bien entendu commencer à écrire du code. Donc tout ça va vivre sur ce qu'on appelle un code repository. Donc il y a diverses technologies qui utilisent. On va pas passer de détails là-dessus aujourd'hui. On va parler ensuite d'intégration continue. Donc comment on arrive de j'ai du code source qui n'est pas exploitable par un utilisateur final, qui est simplement compréhensible par un développeur, à j'ai un package ou un exécutable ou quelque chose qui peut faire un logiciel qui fonctionne, une application qui fonctionne. Donc c'est ça la notion d'intégration continue, la notion de build, c'est d'arriver d'une étape où j'ai des sources inexploitables par des usagers à j'ai des sources exploitables par des usagers finaux. Ensuite, on va parler évidemment de tests continus et de tests intégrés pour s'assurer qu'on a un bon niveau de qualité et qu'on peut arriver à ce bon niveau de qualité sans que ça coûte trop cher. Et on va finalement parler de déploiement pour arriver à déployer vers un environnement, vers une production. Et généralement, après avoir déployé, on va surveiller cette application, comment elle s'exécute. Et c'est là qu'on va avoir du feedback, des bugs, des améliorations, etc. Et cette roue d'amélioration continue, c'est un autre des points clés de la méthodologie DevOps, va continuer à s'exécuter.
Aujourd'hui, on va se concentrer surtout sur Azure DevOps, qui est un service livré par Microsoft. Tout ce dont je vais parler, vous pouvez l'exécuter aussi on-premises sans être connecté au cloud. Ça va juste demander plus d'installation, mais vous avez un service directement fourni par Microsoft en ligne si vous voulez aller plus rapidement chercher du succès. Azure DevOps, c'est un ensemble de services et d'outils fournis par Microsoft. Ça s'appelait Visual Studio Team Services, Visual Studio Online, et l'équivalent de Azure DevOps, c'est Team Foundation Services pour la version on-prem. Ça va regrouper tout un tas d'affaires, c'est-à-dire des contrôles de code source, que ce soit avec TFS Version Control ou avec Git. Ça va être du système de build et d'intégration continue et de déploiement continu avec les pipelines, système de gestion de backlog et de dashboard, et tout ce qui est système d'artefacts et de tests aussi intégrés. Donc vous avez tout ce que vous avez et même plus de choses que vous avez dans TFS on-premises, et le modèle de facturation se base sur un modèle par usager, par temps de build que vous utilisez. Et vous avez tout, évidemment, même plus de choses, sauf l'intégration avec SharePoint et 2-3 autres options. Donc si on parle de build et si on se focus sur la problématique de la journée, pourquoi est-ce que vous voudriez automatiser vos builds? En fait, il y a plusieurs raisons qui vont vous pousser à ça. Généralement, un des facteurs, c'est qu'on veut avoir des résultats constants. Ça arrive souvent quand on n'a pas automatisé nos builds, qu'on ait des situations du genre développeur A a fait un package pour le client, ça a très bien marché, puis il était en vacances un jour, et développeur B est arrivé à faire un package aussi, mais le problème c'est qu'il n'avait pas exactement le même setup sur sa machine, il n'avait pas exactement les mêmes outils ou les mêmes versions d'outils, et le package qui était livré au client était de mauvaise qualité, et ça donnait du mauvais feedback. Donc ça, c'est une des premières raisons. On peut vouloir avoir aussi, justement avec cette qualité, avec ces résultats qui sont prédictibles, arriver à une qualité qui est constante d'une build à l'autre. La seule différence qu'il y a entre la build numéro 295 et la build numéro 296, c'est les modifications qu'on a fait dans les sources. C'est rien d'autre, il n'y a pas eu d'étapes qui ont été oubliées, il n'y a pas eu de différence dans les environnements ni quoi que ce soit. Et surtout, et pour moi c'est le point le plus important, faire des builds, faire des packages, ce sont des actions qui sont réverbatives, répétitives, qui arrivent souvent et qui demandent beaucoup de temps en fait si on le fait manuellement. Et en fait c'est du temps c'est une activité support qui vous permet de livrer votre application, mais ça vous permet pas derrière de créer de la valeur directement. C'est pas une activité qui crée directement de la valeur. Et ce temps-là, si on peut l'automatiser, c'est-à-dire qu'on va l'économiser pour l'utiliser à faire une autre activité qui va, elle, créer de la valeur pour le client final. Donc, pour moi, c'est la notion la plus importante d'aider à créer plus de valeur en économisant du temps. Dans Azure DevOps, il y a le système de pipeline qu'ils ont renommé plusieurs fois, qui s'appelait Build avant, etc. C'est un nouveau système qui existe depuis 2015 et qui vient remplacer l'ancien système de Build XAML pour ceux qui étaient habitués à cet ancien système. C'est basé sur des définitions qui sont soit en JSON, soit en YAML, et on détaillera ça dans la démonstration plus tard. Il y a un système d'édition web, donc ce qui est vraiment pratique, c'est que n'importe qui, et pas simplement des développeurs qui sont orientés stack Microsoft, n'importe qui dans l'équipe peut participer au système de build dès lors qu'ils ont un navigateur web, alors qu'avant il fallait avoir Visual Studio et donc Windows. Il y a beaucoup d'intégrations tierce parties, donc des intégrations avec des services divers et variés, ou des écosystèmes divers et variés qui permettent de faire en sorte qu'on n'a pas juste .NET qui est supporté, juste Windows qui est supporté, mais en fait tout un tas de choses comme Docker, comme NPM, comme plein de choses. Ce qui vous permet de supporter tous ces écosystèmes en fin de compte. Et si jamais il y a un problème, ou si jamais vous voulez vraiment savoir ce qui se passe, la majorité des tâches, en tout cas celles qui sont disponibles out of the box, sont disponibles sur GitHub. Donc en fait, vous pouvez aller voir ce qui se passe, aller voir le code, potentiellement créer des issues si jamais vous avez des problèmes qui se passent, ou aller patcher le code. Et ce qui est vraiment cool aussi, c'est que l'agent qui tourne sur les machines, des fois que vous n'ayez pas assez d'outils sur les machines qui sont fournies par Microsoft, il se met à jour automatiquement. Donc quand on parle d'agent, on a deux formats d'agents. On a un pool de machines qui s'appelle Hosted Agents, qui est en fait
des milliers de machines que Microsoft maintient pour vous, donc ils patchent l'OS, ils ont mis tous les outils qu'il y a, etc. Et ils vous facturent à ce moment-là à la minute de build. Donc votre build va prendre un certain temps à s'exécuter, c'est ça qu'ils vont vous facturer. Donc ça vous affranchit de maintenir un OS, maintenir un système, patcher des outils, etc. etc. Et généralement, c'est ce que je recommande pour commencer, parce que ça, encore une fois, patcher un OS c'est intéressant, mais c'est une activité support à livrer de la valeur, et c'est pas une activité qui intrinsèquement livre énormément de valeur en tant que telle. Et sinon, si jamais vous avez des contraintes opérationnelles qui font que vous n'avez pas les outils dont vous avez besoin, ou que vous avez besoin d'avoir des machines pour des contraintes de sécurité qui vous sont dédiées, vous pouvez toujours aller installer votre machine, c'est-à-dire avec l'OS, les outils qu'il vous faut, etc., l'héberger quelque part, et installer l'agent pour le connecter pour qu'il puisse recevoir les nouvelles builds. Et ce qui est vraiment intéressant, comme je disais, c'est que cet agent se met à jour automatiquement. Et on va passer sans plus attendre dans la démonstration. Donc si vous êtes sur Azure DevOps ici, vous allez voir l'ensemble de vos projets d'équipe. Et donc ces projets d'équipe ont tout un tas de possibilités. Et on va se concentrer surtout sur la partie build ici en cliquant sur la petite navette spatiale. Et si on édite une des définitions de build, donc on va prendre celle-ci, on peut voir que c'est assez simple en fin de compte d'éditer ces builds et de concevoir des builds. Donc ici j'ai un projet de type SharePoint Framework qui me permet de faire des extensions pour SharePoint Online. C'est principalement du développement front-end et on peut voir que une définition de build, comment ça va s'orchestrer. Je vais avoir diverses phases. Donc une définition de build, c'est vraiment un modèle de processus en tant que tel, et ça va fonctionner avec des étapes, étape 1, étape 2, étape 3, exécutées. Ces étapes sont définies avec des tâches, et ces tâches, il y en a tout un tas qui sont disponibles. Donc ici, j'en ai un certain nombre qui sont définis. La première, c'est installer Node version 8 pour être sûr que ça soit conforme avec ce à quoi je m'attends. Ensuite, on va faire un npm install pour amener les dépendances que dont j'avais besoin. Et après, on va exécuter l'ensemble des tâches gulp pour dire je veux tester mon code source, ensuite je veux bundler mon code source, ensuite je veux le packager pour avoir une solution SharePoint que je peux déployer. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que en amont de la phase, le système s'assure d'obtenir les sources et la dernière version des sources que vous avez. Et en aval de la phase, en fait, après l'exécution des tâches, par défaut, le système ne retient rien. Ce que ça veut dire, c'est que si vous avez des fichiers que vous voulez garder, il faut lui dire tout simplement, je veux garder ces fichiers-là. Et on fait de cette manière, on copie l'ensemble des fichiers dans un répertoire spécial qui s'appelle drop, et puis après on publie ce répertoire spécial dans ce qu'on appelle les artefacts. Donc c'est ce qui va être retenu de la build et que vous pourrez utiliser dans le système de déploiement par la suite. Si jamais je veux ajouter des tâches, c'est assez simple. Je peux soit utiliser des tâches qui sont disponibles par défaut, puis vous pouvez voir qu'il y en a plein sur du .NET, sur des choses qui sont relatives à Android, sur des choses qui sont relatives à Azure, etc. etc. Et si jamais j'en ai pas assez, j'ai un marketplace qui me permet de faire des recherches et qui me permet d'aller ajouter des choses que soit de communauté open source, soit des providers, des fournisseurs tierces auront développé à ma définition de build. Maintenant, si j'exécute cette build, cette définition de build, donc ça va prendre la dernière version des sources et ça va directement exécuter toutes mes étapes. Et ce qu'on peut voir, c'est que ici j'en ai une qui est terminée. Pour chacune des étapes, ça va exécuter ce qu'il y a à faire, et vous allez aussi avoir un log compréhensif. Donc si jamais pour une raison quelconque il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, vous allez avoir une grande facilité à comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné et qu'est-ce qui ne va pas. Au-delà des logs, parce que les logs c'est intéressant, mais il y a d'autres choses qui peuvent vous intéresser, vous allez avoir un récapitulatif avec les changements associés entre cette build et la dernière build, avec les éléments de backlog qui sont associés à ça, la couverture de code, l'état des tests unitaires, etc. Et évidemment les artefacts que vous avez conservés. Donc tout ce que vous avez conservé va être disponible ici. Ici dans mon cas j'ai mon package de solutions SharePoint. Et voilà, ça conclut aujourd'hui notre démonstration et notre introduction à Azure DevOps et à l'intégration continue.